Bonsoir et bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, selon son ambassadeur Oliver Neuricht, l'Allemagne investit plus de 480 millions d'euros à Madagascar et ce dans de nombreux domaines. Nous pouvons encore augmenter nos exportations vers l'Allemagne, notamment en ce qui concerne la vanille, le clou de girofle et les huiles essentielles, a-t-il souligné. Les détails. L'Allemagne est l'un des pays qui achète la vanille de Madagascar. Selon le rapport de l'ITC, ou Centre du commerce international, la recette de Madagascar s'élève à 70 millions de dollars à travers cette exportation. Cependant, toujours selon le rapport, Madagascar peut encore exporter plus, car 80% de la vanille achetée par l'Allemagne proviennent de chez nous. En plus de la vanille, l'Allemagne achète également des clous de girofle et de l'huile essentielle en provenance de Madagascar. L'exportation de ces produits génère respectivement 2,9 millions d'ariars et 2,2 millions d'ariars. Le nouvel ambassadeur de l'Allemagne, Oliver Neuricht, qui a récemment remis ses lettres de créance au président de la République András, a annoncé vendredi dernier, lors de la célébration du 60e anniversaire de la BAD, qu'il a également pour priorité de promouvoir les relations entre les deux pays, notamment dans le domaine du commerce. Selon lui, Madagascar dispose encore d'un grand potentiel pour accroître ses exportations vers l'Allemagne. Outre le commerce, l'Allemagne intervient également dans les domaines de l'environnement, de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et des énergies renouvelables à Madagascar. Dans les actualités également, un passager a perdu la vie à la suite du naufrage du navire Yarn DS 95032 à Tolagnar ce matin. Il y avait au total 35 passagers et membres d'équipage à bord de ce navire et 12 d'entre eux ont été secourus actuellement, tandis que les autres passagers et membres d'équipage sont toujours recherchés. Les autorités locales coopèrent avec la PMF pour les recherches et le sauvetage. Et l'ancien directeur général du FEL, ou Fonds de l'élevage, le responsable de l'unité de gestion de passation de marché, ou UGPM, au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, ainsi que la mère de ce dernier, ont été déférés devant le tribunal le vendredi 30 août 2024. Ils ont par la suite été mis en détention provisoire à la prison d'Atanmour pour des affaires de corruption, notamment de détournement de deniers publics, d'abus de pouvoir, de favoritisme et de conflit d'intérêts, des affaires qui datent de 2022. Le Bureau indépendant anticorruption ou Bianco a été saisi d'une dénonciation concernant l'attribution illégale de 6 contrats à 4 entreprises pour la fourniture d'habillement, de matériel et équipements techniques pour la production animaux au sein du FEL pour une valeur de 260 millions d'ariars. C'est une enquête menée par les agents du Bianco qui a mis en lumière l'affaire de corruption car les 4 entreprises sont inscrites à une même personne et qui n'est autre que la mère de l'UGPM. Par ailleurs, le directeur général est à la fois le PRMP et l'ordonnateur secondaire des marchés. Et des individus ont semé la pagaille ce matin à l'école Dzir, aux 67 hectares. Cette école appartient à la communauté musulmane et accueille des élèves de la maternelle à la 7e. Les enseignants et les parents d'élèves se plaignent de cette situation et lancent un appel au ministre de l'Éducation nationale. Détails sur les images de Anzar Razanarvelo. C'est un appel lancé par les parents d'élèves et les enseignants de l'école Dzir aux 67 hectares. Ils condamnent les troubles qui ont eu lieu dans la matinée. Ce matin vers 7 heures, un groupe de personnes est venu perturber l'école selon les explications de l'administration. Ils ont enlevé les criteaux sur lesquels est inscrit le nom de l'école Dzir. Ils ont également enfoncé la porte et détruit tout le matériel de préparation des professeurs, d'après les témoignages. Le président de l'association musulmane malgache et responsable de l'école a déclaré que ce n'est pas la première fois que de tels incidents se produisent. Cela s'est produit depuis l'ouverture de l'école en 2018, a-t-il poursuivi. Pourtant, il a déjà reçu un extrait de plumitif mentionnant que l'affaire est en cassation sans renvoi.
100 enfants en classe de PS jusqu'en 7e y sont enregistrés pour l'année scolaire 2024-2025, un nombre qui a diminué de moitié par rapport à l'année dernière en raison de ces perturbations. Face à cela, le responsable en appelle aux autorités à examiner de près la situation pour que les enfants puissent étudier en paix. Il faut éduquer la jeunesse pour que le pays ait des citoyens dignes. C'est justement la raison d'être des Antilles de Madagascar qui ont célébré leur 100e anniversaire. Pour marquer l'événement, un hôtel commémoratif a été inauguré hier à son siège au-dessus du tunnel Ambouida. Détails sur les images de Yves Janel. L'Antille Madagascar est une association de scouts de l'Église catholique regroupant des jeunes âgés de 6 à 25 ans. L'éducation vise à faire de ses membres des citoyens dignes. Cela commence par l'amour de Dieu, le développement spirituel et corporel, le contrôle des émotions et des relations avec les autres, explique Ramboisa Frenet, le coprésident adjoint. Les Antilles fêtent actuellement leur 100e anniversaire. De nombreux jeunes sont sortis de l'association. Pour commémorer cela, un hôtel commémoratif a été érigé à l'extérieur du centre. Mis à part les différentes activités déjà organisées auparavant, comme les sorties effectuées par chaque diocèse. 50 000 arrières, tel est l'impôt minimum dont doivent s'acquitter les candidats maires et conseillers municipaux. Cependant, cela dépend des activités de chacun ainsi que de la municipalité dans laquelle il réside, selon les explications du responsable du centre fiscal aujourd'hui, lors de l'échange et du partage sur les élections municipales et les conseillers municipaux dans le district d'Ambujachim. Indeniana Martina, Braz de Nilsson. Les récépissés émanant des centres fiscaux font partie des documents nécessaires aux candidats maires et conseillers municipaux. Cela confirme qu'ils sont en règle vis-à-vis de l'administration fiscale, une condition qui reflète les intentions des candidats selon les explications. En général, l'impôt minimum est de 50 000 arrières. Toutefois, cela dépend des activités de chaque individu selon les responsables du centre fiscal. Les échanges et le partage d'informations de ce genre sont importants pour informer ceux qui ont l'intention de se porter candidat au municipal. Elle a été organisée par la CENI pour le district d'Ambujachim. Côté sport, les joueurs du Barré à Madagascar sont arrivés hier à Tunisie et sont en pleine préparation actuellement pour les premières et deuxièmes journées et des éliminatoires pour la CAN 2025. Les Barréas affronteront la Tunisie et les Comores. Les Barrés de Madagascar sont prêts à disputer les premières et deuxièmes journées des éliminatoires pour la CAN 2025. Ils sont actuellement en Tunisie et selon leur coach, c'est un avantage d'arriver tôt sur place et de pouvoir s'entraîner. Il ne reste que quelques joueurs à attendre avant le grand jour. La Tunisie sera notre premier adversaire jeudi qui vient et les Comores le 9 septembre. Ce sont des grandes équipes et les Barréens ont besoin de concentration et de sérénité pour les affronter selon Tenji. Pour rappel, le match de ce jeudi 5 septembre contre la Tunisie se déroulera à 22h heure de Mada et celui du 9 septembre contre les Comores à 19h heure de Mada. Et puis la suspension du championnat de Madagascar XXL Top 12 ne devrait pas avoir un impact sur les clubs. Elle devrait être une opportunité pour chaque équipe de mieux se préparer et de corriger les erreurs, d'après les explications fournies par le secrétaire général du Malagasy Rugby. Ainsi, ce championnat Madagascar XXL Top 12 a repris hier. Narsou Razakassan et Aza Andjianoun. Le championnat de Mada XXL Top 12 a repris après un mois d'interruption. La 5e journée a été ouverte par le match entre le Kosfa en rouge et le Mangar en bleu. On peut dire que ce match n'a pas été vraiment disputé car l'équipe des militaires a dominé jusqu'à la fin et presque tous les essais ont abouti à chaque fois. Le secrétaire général de la Fédération de rugby a également apporté des informations sur le motif de la suspension de la compétition. Selon lui, cela devrait être une opportunité pour les clubs de mieux se préparer. Voici les résultats de la 5e journée du championnat Madagascar XXL Top 12.
Le COSFA a battu Mangar sur le lourd score de 108-13. L'UAS Cheminot a été battu par l'équipe de la commune sur le score de 49-37. Le match entre le TFA et le Tamanous B a également été disputé et TFA Anatiaz est sorti victorieux sur le score serré de 35-31. Et on enchaîne par les actualités internationales. Les défenses anti-aériennes ukrainiennes ont abattu 22 missiles russes dans la nuit de dimanche à lundi lors d'attaques visant Kiev et le nord-est de l'Ukraine qui ont blessé des civils, ont indiqué les autorités du pays. France 24. Les Ukrainiens pensaient qu'après les frappes massives d'il y a une semaine, il y aurait peut-être un répit pendant que les Russes accumulent plus de missiles et de drones, mais non, pas vraiment. 58 entre drones et roquettes de différents types ont été tirés sur tout le pays cette nuit, plutôt au petit matin, aux alentours de 6 heures du matin, et c'était essentiellement la capitale qui était visée, une quarantaine entre drones et roquettes. Et comme d'habitude, l'armée de l'air dit avoir abattu la grande majorité de ces projectiles. On a certainement entendu les bruits des missiles solaires très forts en fait, plusieurs explosions et c'était clairement les missiles solaires sortant pour abattre les missiles. Il y avait beaucoup de missiles balistiques qui sont beaucoup plus difficiles à abattre qui ont été utilisés ce matin. Tout de même, ils affirment en avoir abattu un peu plus que la moitié. Néanmoins, il y a des dégâts dans la capitale. Ils disent, les autorités de la ville, que seulement 2 personnes ont dû être hospitalisées et qu'il n'y a pas de dégâts importants sur les infrastructures essentielles. Mais il y a là où ils font le chauffage pour une école, c'est peut-être symbolique, le jour de la rentrée scolaire qui a pris feu, et aussi une station de métro où les Kievans ont l'habitude de se mettre à l'abri a été légèrement endommagée, et aussi une mosquée, et ça c'est peut-être le plus important, si c'était délibéré, puisque je vous rappelle que la plus grande communauté musulmane en Ukraine, ce sont les Tatars de Crimée, qui sont farouchement opposés à l'occupation russe de la péninsule, rêvent d'y retourner. Refat Joubarov, le chef du Mejlis, qui est leur plus grande organisation politique, a dit que les frappes de ce matin étaient encore un rappel supplémentaire que le pays, la Russie, est l'incarnation du mal. Et les Israéliens sont appelés à une grève générale aujourd'hui afin de contraindre le gouvernement à conclure un accord pour libérer les otages retenus à Gaza après la découverte par l'armée des 6 otages morts dans un tunnel. France 24. Une foule impressionnante en hommage aux 6 otages retrouvés sans vie à Gaza. Des dizaines de milliers de personnes se sont réunies dimanche soir dans les rues de Tel Aviv pour pleurer leur mort et réclamer un cessez-le-feu immédiat. Nous attendons vraiment de notre gouvernement qu'il finalise l'accord et s'assure que tous les otages reviennent rapidement, dès maintenant. Il n'y a pas de temps, le temps est écoulé, il n'y a absolument plus de temps. Nous demandons également au reste du monde, à chacun, à chaque pays, de soutenir Israël et de se tenir à nos côtés. Les manifestants exigent la démission de Benyamin Netanyahou. Pour mettre la pression sur le gouvernement, la puissante centrale syndicale israélienne a décrété une grève générale à compter de 6 heures lundi matin. Le Premier ministre israélien et le Hamas se rejettent mutuellement la faute de la mort des 6 otages. Selon l'armée israélienne, ils auraient été abattus de sang-froid, mais selon le mouvement islamiste, ils auraient été tués dans des tirs et des bombardements. Quiconque tue des otages ne veut pas d'un accord. De notre côté, nous n'abandonnerons pas. Le gouvernement d'Israël et moi-même sommes engagés pour obtenir un accord pour libérer nos otages. Un accord qui garantit notre sécurité et notre existence. 251 personnes ont été enlevées le 7 octobre dernier. Depuis, plus de 100 otages ont été libérés ou sauvés par l'armée israélienne, tandis qu'une centaine seraient toujours retenus captifs dans la bande de Gaza. Pour terminer, l'extrême droite allemande se pose comme incontournable après des résultats records dans 2 élections régionales dans l'est du pays, fragilisant davantage la coalition de centre-gauche d'Olaf Scholz
à un an avant les législatives. France 24. Scène de liesse au siège du parti AfD en Thuringe. Incarné par son leader controversé Björn Höcke, le parti d'extrême droite allemande vient de remporter le scrutin régional. Pour la première fois dans sa jeune histoire, après 11 ans d'existence, l'AfD est devenue la plus grande force politique dans un parlement régional. Cela me remplit d'une très grande fierté et d'une grande satisfaction. Selon les derniers résultats provisoires, l'AfD serait crédité de près de 33% des voix. Le parti obtiendrait 32 sièges au Parlement de Thuringe, 9 de plus que les conservateurs de la CDU et 26 de plus que les sociaux-démocrates du chancelier Olaf Scholz. Un sérieux camouflet pour lui à un an des élections législatives. Dans le land voisin de Saxe, la CDU remporterait d'un souffle l'élection avec près de 32% des suffrages contre environ 31% pour l'AfD. Un résultat historique dans l'Est du pays qui ne doit rien au hasard. Anti-immigration, eurosceptique et fermement opposé aux livraisons d'armes à l'Ukraine, l'AfD incarne ici le changement et l'espoir dans des régions qui se sentent délaissées par la chancellerie. On voit facilement où commence l'Est et où commence l'Ouest. Il y a de meilleures infrastructures, une meilleure industrie et une plus grande concentration d'entreprises à l'Ouest. Nous sommes oubliés. Pourtant, l'AfD a peu de chances d'intégrer le prochain gouvernement régional en Thuringe, les autres partis refusant toute coalition avec lui. À commencer par le vainqueur, la CDU, qui va devoir envisager des alliances baroques, notamment avec le nouveau venu du BWSB, arrivé 3e en Thuringe et en Saxe. Créé en janvier dernier par Sarah Wagenknecht, ce parti populiste de gauche affiche des positions proches de l'extrême droite sur l'immigration et le soutien à la Russie. Mesdames et messieurs, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite après le film Underworld. Quant à moi, je vous retrouve demain dans de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva.